Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vu. Eh bien, il y a un renouveau, un regain pour Friday the 13th depuis quelque temps. Beaucoup de gens parlent de cette série. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'il y a un projet dans l'air. Ben, vous le savez, de toute façon, il y a toujours des projets dans l'air pour Friday the 13th, mais semble-t-il qu'il y aurait un projet ultime de reboot. C'est évidemment très très populaire. En fait, le projet était dans l'air pour célébrer le 40e anniversaire du film qui, vous le savez, est sorti en 1980. Évidemment, la pandémie oblige, le projet sur la glace. Il n'y a pas vraiment de réalisateur qui est attitré, pas de comédien, on n'en sait vraiment pas plus, mais le projet est tout de même annoncé. Et pour une raison qu'on ignore, ben, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y intéressent encore et toujours, mais aussi de nouveaux intéressés. Alors, question de faire partie de la vague, parce qu'évidemment, nous, au Titre Vu, on s'intéresse toujours au cinéma qui vous intéresse. On a décidé de parler peut-être du premier film en tout premier lieu, puis peut-être qu'on parlera aussi de tous les films de la série, comme on le fait peut-être avec certains autres films de différentes séries. Et on veut toujours savoir un peu qu'est-ce qui vous intéresse. Hein? Alors, si ça vous intéresse, ben nous, on continuera bien sûr à le faire. Alors, donc, Friday the 13th, qui paraît sur les écrans en 1980. Pas une surprise, évidemment, de voir un tel film qui apparaît 2 ans après Halloween, même que c'est un peu long, évidemment. Aujourd'hui, ça prendrait à peine quelques semaines, voire quelques semaines, faut peut-être pas exagérer, quelques mois avant qu'un film comme celui-là apparaisse suite à un succès commercial. Aujourd'hui, ça se fait avec des moyens beaucoup plus rapides, évidemment, on le sait, parce que, évidemment, les moyens sont plus simples, le matériel est beaucoup moins lourd que ce qu'on avait évidemment dans les années 80. Bon, petite caméra, vous le savez, il y a des films qui ont été tournés à très petit budget avec des films comme Blair Witch Project qui ont donné évidemment un nouveau souffle au cinéma d'aujourd'hui. Et puis évidemment, vous avez vu, il y a des films là, qui se tournent et qui on a l'impression que c'est tourné carrément via Internet. Donc, 1980, Sean S. Cunningham, qui est le réalisateur de ce film, avec très peu de budget. Là, on parle évidemment un peu plus qu'Halloween quand même. Là, on est à 550 000 $, avec une maison de production, une maison de distribution qui est quand même plus connue que celle d'Halloween à l'époque. Donc, c'est Paramount qui finalement va propulser ce film-là, qui va devenir extrêmement populaire. Sean S. Cunningham qui pas très connu non plus à l'époque, mais qui avait quand même fait ses classes avec différents films d'horreur qui sont, disons-le, des films un peu trash entre guillemets là, Last House on the Left entre autres, des films comme ceux-là. Donc il a déjà collaboré avec Wes Craven. Ce sont les réalisateurs de la relève, n'est-ce pas? Wes Craven aura fait ses preuves. Sean S. Cunningham, aura quand même pas aura marqué évidemment avec Friday the 13th, mais aura pas eu une carrière aussi fulgurante que Wes Craven ou John Carpenter ou des réalisateurs comme ceux-là, des réalisateurs de films d'horreur. Tout de même, parlons de Friday the 13th, puisqu'on est là pour parler de ce film-là, qui aura quand même propulsé la carrière d'un jeune comédien qui est quand même assez connu, qui est Kevin Bacon, qui fait ses classes dans ce film-là, ses vraies classes. Et pour le reste, il y a Betsy Palmer, qui était une comédienne qui était quand même établie, qu'on avait surtout vu à la télévision, qui savait pas trop de quoi s'embarquer, un peu comme à la limite Donald Pleasence l'avait fait pour Halloween. Donc, c'est Victor Miller qui écrit le scénario de Friday the 13th et qui ne s'est jamais, mais jamais caché qu'il tentait de faire son Halloween à lui. Alors, évidemment, Halloween se passe à Halloween. Là, il essaie de trouver un nouveau contexte pour trouver un moyen de tuer des adolescents. Quoi de mieux qu'un camp de vacances?
tout s'est fait assez bien et assez facilement d'ailleurs. Il s'agissait juste de trouver un endroit où tourner. On a trouvé un camp au New Jersey. Alors c'est un camp qui existe, soit dit en passant, pour vrai. C'est un camp pour les Boy Scouts. Donc on a tourné entre deux, je pense, je ne sais pas combien de temps ça a duré le tournage. Ma mémoire, malheureusement, fait en sorte que j'oublie exactement le temps de tournage que ça a duré, mais ça n'a pas été très très long. Et encore aujourd'hui, ce camp existe et il y a si on y va, puis je pense qu'il y a les intéressés, là, les vrais fans pourront vous le dire, là, il y a une semaine par année où le camp permet aux fans de se rendre et d'aller visiter le dit camp et il y a des photos là, qu'on peut voir du tournage de l'époque. Donc, ben là, vous connaissez très bien le contexte. C'est ce fameux camp de vacances qui a été fermé pendant des années suite à différents événements étranges. Évidemment, on en présente un de ceux-là au début du film, donc un double meurtre. Et par la suite, ben, il y a Steve Christie qui rachète ce fameux camp qui est délabré. Bien évidemment, délabré, il n'est pas si délabré que ça, puisque le camp qu'on nous présente, les producteurs du film ont été très chanceux parce qu'ils n'ont rien eu à faire. Je pense que si je ne m'abuse, ils ont eu à construire la salle de bain, puis le reste, tout était là. Ils n'ont rien changé, ou presque. Là, ils ont peut-être mis des draps, puis c'est à peu près ça. Donc, ils ont vraiment utilisé là, ce qu'on appelle le décor naturel là, pour tourner le film. Donc, Steve Christie qui décide d'installer ou en fait de remettre à jour ce camp, le camp Crystal Lake, fait appel évidemment à des nouveaux animateurs, des nouveaux moniteurs, et bien évidemment, ben, s'ensuit ce que vous savez, la tuerie. Et il y a bien des gens qui encore aujourd'hui, avec l'oubli, parce qu'il y a certains, bon, moi personnellement, je suis quelqu'un qui, quand Vendredi 13 arrive, je décide régulièrement de réécouter un de ces films, généralement le premier, qui est un de mes préférés. On oublie que ce n'est pas Jason qui est le meurtrier dans ce film-là, donc il n'y a pas de masque, il n'y a pas quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est sa mère, c'est Pamela Voorhees qui est... Donc c'est une espèce de whodunit en fait, on ne sait pas du tout pendant le film qui est le meurtrier, on se demande, même moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis demandé, puis là je vais regarder le nom si vous me permettez, oui, à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas Bill qui était le meurtrier. Parce que quand je l'ai vu, j'étais plutôt jeune. Et c'est celui, entre autres, qui se promène dans le camp avec une machette. Bon, sachant que Jason, évidemment, c'est son outil de prédilection, j'ai pensé que ça pouvait être lui. Puis en plus, dans le film, il tue un serpent. Et aujourd'hui, ça serait impensable de faire ça. Mais la scène où le serpent est tué dans le film, c'est un véritable serpent qui est tué. Ce n'était peut-être pas prévu dans le scénario original, soit dit en passant, c'est que Tom Savini, que vous connaissez probablement comme étant un des grands maîtres du maquillage au cinéma d'horreur principalement, eh bien, pendant qu'il tournait, parce que la plupart des comédiens ne dormaient pas sur place, mais Tom Savini puis quelques personnes qui travaillaient sur le film dormaient sur place, et il y a véritablement eu un serpent dans une des cabines où il dormait. Donc, il s'est inspiré de ça, il a proposé ça à Victor Miller pour ajouter ça dans le film, et effectivement, donc, ils ont ajouté ça dans le film, et il y a véritablement ils ont vraiment tué un serpent, donc cette scène-là est plutôt, ben, vous le savez, de toute façon, est assez répugnante, et donc a été conservée pour le film. Je peux vous dire que si jamais, et ça c'est un fait que peu de gens savent, mais si ça passait à la télé, puis que les gens ne le savaient pas, probablement que si les gens le savaient, j'allais dire, si les gens le savaient, couperaient probablement la scène, parce qu'effectivement, il y a eu un animal qui a été tué sur le plateau de tournage. Donc voilà, donc un film quand même personnellement que j'aime pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, il a été décrié par la plupart des critiques parce qu'évidemment, c'était un film qui arrivait à la cheville évidemment d'Halloween. Les comparatifs, de toute façon, à mon égard, n'ont pas lieu. C'est vraiment un autre film. On s'en va évidemment dans ce qu'on appelle le blood and gore. Là. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les films d'aujourd'hui qui sont extrêmement, où ils peuvent être très sanglants. Là. Je peux penser aux films d'Eli Roth, entre autres, là, dans ces films Hostel et tous ces genres de films-là.
Mais pour l'époque, c'était quand même assez troublant, très bien réussi. Donc, les effets visuels réalisés par Tom Savini, qu'aujourd'hui, là, bon, évidemment, quand on voit la gorge là, qui est tranchée puis qui n'est pas de la même couleur, certains vont dire, oh, bon, ok, je le vois, mais quand même, moi, je trouve que malgré tout, c'est malgré tout extrêmement bien réussi. Euh, donc, c'est comme je vous le disais tantôt, un genre de whodunit, donc on se demande tout le temps qui est là, qui est derrière, qui regarde. Donc, il y a un côté suspense qui est intéressant, contrairement à Halloween où on a toujours la personne qui est derrière, mais à ce moment-là, c'est pas du tout ça. Là, là on embarque dans un autre style où là, c'est comme, ah, je sais pas, personne, on sait pas qui est là, c'est une surprise. Donc, on le saura juste à la fin. Et personnellement, en toute naïveté, quand j'ai regardé le film pour la première fois, j'ignorais quand la dame est arrivée, quand Pamela Voorhees est arrivée, puis qu'elle a fait l'accolade à Annie, à Alice, pas Annie, à Alice, moi, je n'ai vu que du feu, puis je dis, bon, enfin quelqu'un pour venir l'aider. Donc, c'était pas du tout le cas, et puis on a eu droit à toute une scène, toute une finale. Bref, voilà. Mais pour ce qui est du film en tant que tel, moi, j'ai apprécié le groupe qu'on avait là. Les jeunes, ça fonctionnait très bien. Il y a de l'humour, il y a, le rythme est quand même assez bon. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être qu'on arriverait à faire ça plus concis, plus rapide, etc. Mais moi, c'est l'époque que j'aime. Moi, c'est ce que j'aime voir. J'aime pas ça quand ça soit trop rapide, que ça soit trop... euh, donc, moi, j'ai aimé ça, puis qu'on développe un peu les personnages, soit dit en passant, puisqu'il y a quand même des personnages assez intéressants, là, qu'on peut développer un peu, puis qu'on prend le temps de développer, malgré tout, même si c'est un film qu'on s'entend qu'il n'y a pas trop de profondeur, évidemment. Un des excellents personnages, je ne sais pas sûr, il y a des très bons personnages là-dedans. Un des personnages, moi, que j'ai beaucoup aimé, personnellement, c'est Annie, le personnage d'Annie. Un des premiers, d'ailleurs, qu'on voit, puis qui malheureusement se fait tuer très, très tôt. Très beau personnage, et c'est un des personnages qui, grâce à elle, on comprend toute la mythologie qui entoure Crystal Lake, parce qu'évidemment, elle rentre au village et rencontre, bon, évidemment, on s'entend que là, il n'y avait pas des tonnes et des tonnes de budget pour qu'on voit tout le village, mais c'est pas grave. Le fait qu'elle rentre dans l'espèce de mini-magasin où, évidemment, on peut prendre une espèce de snack bar, finalement, on comprend tout de suite là, que dès qu'on parle de Crystal Lake, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, bon, c'est un cliché, là, mais à l'époque, là, on est en 1980, donc il y a tout quelque chose qui marche pas. Et les scènes avec le camionneur sont, à mon avis, sont absolument exceptionnelles. Et là, on comprend vraiment toute la mythologie. Et moi, j'ai particulièrement autant, tu sais, on regarde des films d'horreur pour les scènes sanglantes, et il y en a quand même de très bonnes. Bon, la décapitation, la scène avec Kevin Bacon qui se fait tuer. Puis ça, c'est vraiment une des très bonnes scènes, des très bons meurtres quand il se fait tuer, quand il est couché sur le lit, puis il est très surpris parce qu'il reçoit une goutte de sang sur le front, puis bon, il se fait vraiment, bon, carrément se faire, non, en fait, pas harakiri, parce que c'est pas harakiri, là, mais qui se fait transpercer là, par en dessous. Ça, ce sont des très bonnes scènes. Il y a très, très bons meurtres là-dedans. Même la fille à la salle de bain, bon, qui est rendu un peu un cliché avec la hache dans le front, que je trouve un peu plus ridicule. Là. Mais bref, ce que j'allais dire, c'est que la fameuse scène avec Annie, quand elle décède, bon, évidemment, le chauffeur de camion la laisse parce que bon, il doit poursuivre son chemin, et puis qu'elle fait ensuite, elle fait du pouce, et puis qu'elle monte à bord de la fameuse Jeep de Pamela Voorhees. C'est une des très bonnes scènes du film. On a droit vraiment à un excellent suspense, parce que quand elle monte à bord de la Jeep de Pamela Voorhees, on ne réalise pas, en tout cas du moins, moi je l'ai pas réalisé, puis Annie est un personnage on se laisse avoir parce qu'Annie est un personnage qui parle tout le temps. Donc, le fait qu'elle n'ait aucune interaction avec l'autre personne, c'est-à-dire que l'autre personne, on ne la voit jamais. Bon, évidemment, quand on est en 2020 aujourd'hui, puis après avoir vu des milliers et des milliers et des milliers de films, j'aurais dit, hey, t'es assis à côté de la méchante, du méchant, tu sais, de Nounoun. Bon, là, au moment où je l'ai vu, c'était moi le nono parce que, bon, j'avais pas vu grand-chose à ce moment-là. Donc, ben, tant mieux pour moi parce que c'est ça le plaisir du cinéma. Mais moi, ce que j'ai aimé particulièrement dans cette scène-là, c'est que blablabla, blablabla, hey, on vient juste de passer, hey, on vient pas de passer à côté de Crystal Lake.
Et là, il y a une espèce de il y a comme une espèce de violon là, réalisé par Harry Manfredini qui fait une bande sonore exceptionnelle, soit dit en passant, qui n'a pas fait grand-chose dans sa vie à part ses bandes sonores des peut-être 7-8 premiers films. Et là, c'est là, tu comprends que là, c'est là que ça embarque. Et là, le suspense est excellent jusqu'à temps qu'elle se fasse tuer. Donc ça, c'est vraiment une excellente scène, vraiment une très très bonne scène. Donc il y a quelques bonnes scènes comme celle-là qui sont assez intéressantes. Il y a des scènes un peu plus évidemment clichés puis qui font très ado, mais en même temps, le film s'adresse à eux. Donc pour le scénario, qui quand même est dans le genre assez réussi, moi je dois dire, je lui donne quand même un 7. Pour le tueur, qui évidemment est un Jason, mais qu'un Jason qu'on voit pas, fait que le fait qu'on ne le voit pas, ça c'est un peu triste. C'est ce qui fait un peu baisser la note du tueur en tant que tel, même si j'apprécie le fait que, j'essaie de savoir qui c'est, etc. Puis, mais il y a quand même du suspense parce que, tu sais, on entend le maman. Donc, et vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, Manfredini a pris kill, mom, et a simplement comme coupé, puis a fait maman pour les gens qui se posent encore la question aujourd'hui. Donc, il y a quand même un suspense qui entoure le personnage. Malheureusement, c'est réussi, mais peut-être pas nécessairement jusqu'où on voudrait que ça aille. Donc, je lui donne un 6 pour le tueur. Pour les personnages en tant que tels, moi, je trouve qu'on a vraiment une belle ribambelle de personnages. Des fois, ils sont comme moins bons. Ceux-là, ils sont particulièrement intéressants. Steve Christie, je trouve qu'il est comme pas assez présent, malheureusement, parce que c'est quand même le boss, puis il est comme pas là. Je comprends que c'est comme le principe de, tu sais, maman s'en va, puis pendant ce temps-là, le chat est pas là, puis les souris dansent, là, mais bref, il serait été un personnage qui aurait pu être un peu plus présent parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire, surtout qu'il y a une belle conversation avec le policier dans l'auto qui est probablement des bonnes, là, mais quand tu es plus adulte que quand tu es jeune. Bref, donc les personnages sont très bons. Moi, je leur donne 8 sur 10 pour les personnages. Pour les meurtres en tant que tels, moi je trouve que là, c'est difficile à battre quand même, là, parce que là, on se rapporte en 1980. On en a vu, puis c'est comme des copier-coller, puis à un moment donné, Jason, là, il vient, tu sais, lui, il a fait le tour du jardin, comme on dit, ou le tour de la cabane à jardin pour les outils à utiliser. C'est sûr que là, comme on s'entend qu'il utilise pas mal les choses, les premiers outils qu'il peut y avoir quand tu es dans un camp de vacances. Mais quand même, c'est pas tant les outils que la manière dont c'est utilisé, puis il y a de l'originalité quand même, là. Donc, pour ça, je lui donne quand même un bon 9 sur 10. Et puis, là, je mets le film dans un contexte. Dans le contexte des Vendredi 13, je lui donne carrément un 10 sur 10. C'est dans le top des Vendredi 13. Il y en a qui vont contester ça, qui vont dire « Ah non, c'est pas si bon que ça. On aime mieux quand c'est Jason avec le masque ou avec l'oreiller sur la tête ou peu importe. » Non, pour moi, le premier Vendredi 13, c'est un incontournable. Et c'est sûr que là, si je l'inscris dans l'univers cinématographique, là, dans la note descend, puis ça devient un 7 sur 10. Mais malgré tout, c'est quand même pas si mal, là, 7 sur 10. Là. Bon, c'est pas Halloween, là, je vous le dis ça, c'est clair. Mais quand même, donc, c'est un film à voir. Je vous parlerai certainement des autres films qui ont suivi. Pour moi, il y a des Vendredi 13 qui sont très intéressants. Et contrairement à l'univers d'Halloween, où moi, j'ai beaucoup aimé certains films d'Halloween, les Vendredi 13, je peux en prendre un comme, tu sais, comme t'écoutes un épisode de Friends, tu sais, comme par exemple, ça a l'air un peu bizarre comme analogie, là. Mais tu sais, tu peux t'écoutes un épisode de Friends, puis ça n'a pas d'importance d'où tu suis la saison 5, la saison 3, tu dis, hey, tu vas passer quand même un bon moment. Avec Friday 13, il y a certains épisodes qui sont vraiment pas bons, là, mais en général, tu sais, à part, là, tu sais, Jason Goes to Hell, que tu dis, hey, je vais le réécouter, Jason Goes to Hell, puis tu le regrettes après. Les autres, tu peux passer un bon moment, tu te dirais, tu sais, tu as le goût de te divertir en cinéma d'horreur, on s'entend, puis on va passer un bon moment. Alors, d'ici à ce que vous qu'on retombe un vendredi 13, puis que vous ayez l'intention d'écouter un Friday the 13 qui est bon, puis vous dites, hey, mon Dieu, pourquoi je ne réécouterais pas le premier? Ben, faites le don. Puis, moi, je vous dis à très bientôt, et on va sûrement se retrouver avec mes copains Gary et Stéphane pour vous parler d'une série, d'un film ou de quelque chose d'autre, certainement qui va vous intéresser. Donc, et n'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires, de nous dire qu'est-ce que vous avez le goût qu'on écoute, parce que nous, on est là pour vous. À très bientôt.